Salut, merci de votre fidélité à notre compagnie. Nous sommes bien sûr le jeudi 7 mai 2020. Bienvenue dans votre émission Covid-19 à vos questions. Notre invité du jour, Dr Kokou Otobé, il est bien sûr épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur chargé de la planification et de la programmation. Nous allons évoquer avec lui les conditions de déconfinement. Bonsoir docteur et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir Mathieu. Alors, nous entrons comme ça dans la première partie de cette émission qui a lieu tous les soirs, les jours ouvrables de la semaine. Et notre thème du jour, les conditions du déconfinement. Après avoir confiné, il faut déconfiner. Alors, quand on parle de confinement, il y a peu de gens qui maîtrisent ce thème-là. C'est un thème, bon, si on peut se permettre de le dire dans le jargon ordinaire aujourd'hui, qui est un peu nouveau. Oui, c'est un terme nouveau, mais tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est les restrictions qui existent, qui sont nées du fait de la maladie à coronavirus. Oui. Donc, c'est le confinement, les restrictions qui sont imposées aux personnes pour limiter les contacts entre les personnes afin de limiter la propagation de la maladie. Voilà. On sait qu'il y a de cela 2-3 mois, plusieurs pays ont confiné les populations pour éviter le pire. Dans leur pays, on peut citer la France, entre autres, qui aujourd'hui a allégé un peu, sinon déconfiné plus ou moins à partir de lundi 11 prochain. Les habitants ou bien les Français peuvent toutefois circuler plus ou moins librement. Également, il y a certains pays d'Afrique aussi, il y a le Bénin aussi qui dit à partir de lundi, et plusieurs pays, on a vu avec déjà le Burkina Faso qui a déconfiné dans certaines villes du pays. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut, d'une façon beaucoup plus pragmatique, qu'il faut avant de déconfiner? Est-ce qu'il faut déconfiner parce que les autres déconfinent ou bien parce qu'on a confiné, il faut déconfiner tout simplement? Merci beaucoup Mathieu. Pour déconfiner, il faut tenir compte du contexte de chaque pays. Voilà. Et le déconfinement est nécessaire du fait des conséquences de l'impact socio-économique imposé par le Covid-19, la maladie due au nouveau coronavirus. Les conditions, il y a plusieurs conditions. Nous allons parler premièrement. Oui. D'abord, il faut augmenter. Il faut savoir que le déconfinement doit être prudent, progressif et par étapes. Et pour mettre en œuvre ce déconfinement, il faut nécessairement que nous puissions augmenter les capacités de dépistage afin de passer à un dépistage massif de la population pour isoler et traiter les personnes qui sont confirmées positives au nouveau coronavirus. La deuxième étape, c'est de s'assurer que le nombre de cas que nous avons atteint le pic de l'épidémie et que nous assistons à un ralentissement et qui est durable, ralentissement de l'épidémie qui est durable. Une autre condition, c'est par exemple pour notre pays, le gouvernement a édicté des mesures. Il faut que le gouvernement évalue le respect de ces mesures qu'il a édictées afin de guider un plan de sortie de crise. Voilà, quelques grandes lignes, pour pouvoir déconfiner dans divers pays. On sait que c'est un peu délicat cette affaire de confinement. On a vu certains pays qui n'ont pas vraiment confiné. Est-ce à l'heure actuelle où nous parlons, on parle de couvre-feu, si on allège un peu à ce niveau aussi, est-ce qu'on peut parler de déconfinement? Oui, le couvre-feu participe au confinement puisque la maladie... C'est l'un des aspects. L'un des aspects. Oui. Parce que si on met un couvre-feu, c'est de limiter, ça participe à limiter les contacts entre les personnes. Puisque plus il y a de contacts entre les personnes, la maladie peut se propager rapidement dans la population. Voilà. Donc l'allègement du couvre-feu peut participer aux mesures de déconfinement. Parfait. Alors quand on essaie un peu d'analyser un peu dans ce qui se passe dans plusieurs pays, on a vu
Premier ministre français qui a fait un point de presse avec le ministre de la Santé, celui du Travail, pour pouvoir expliquer un peu les conditions vraiment de ce déconfinement. Est-ce qu'il faut dire que pour pouvoir déconfiner, il faut proposer des portes de sortie aussi fiables pour ne plus tomber dans les mêmes déboires? Oui, merci beaucoup, Mathieu. Pour déconfiner, oui, il faut prendre des précautions pour que ce déconfinement ne donne pas lieu à une nouvelle flambée de la maladie. Et donc, ces précautions sont nécessaires pour les gouvernements pour s'assurer qu'on a pris le temps de bien expliquer à la population qu'est-ce que le déconfinement veut dire, que le déconfinement ne veut pas dire un relâchement des différentes mesures barrières. Cela est extrêmement important parce que si on déconfine et qu'on ne respecte plus les mesures barrières, on va rapidement assister à une nouvelle flambée de la maladie puisque le Covid-19 est une nouvelle maladie dont nous ne cernons pas totalement toutes les facettes. Quand on essaie de voir un peu dans plusieurs pays aujourd'hui qui se livrent au déconfinement, on a vu les chiffres qui ont tellement grimpé, on enregistre des morts, même si on nous dit que c'est pas vraiment alarmant, enregistrer jusqu'à 100, 200, 300 morts, c'est pas trop, ou bien c'est pas aussi risqué si on veut déconfiner. C'est risqué de déconfiner parce que nous avons vu dans notre pays, le premier cas que nous avons eu, c'est au cours c'est arrivé le 5 mars, ça correspond à peu près à la 10e semaine épidémiologique, l'horizon temporelle dans la gestion des épidémies, et que nous avons assisté, le Ghana a fait un déconfinement au cours de la 17e semaine, ce qui correspond à peu près au 21 avril. Cette semaine 17, nous étions à 15 cas, et que la semaine 18, nous avons eu 30 cas liés à un afflux massif de populations qui ont traversé la frontière du côté de la préfecture de Mons. Ce qui veut dire que... il y a un réel risque d'aller de façon active à un déconfinement. Parfait. Si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission qui passe tous les soirs, Covid-19, à vos questions, nous allons devoir aller, bien sûr, dans les méandres de la première rubrique de cette émission. Retour sur le plateau de votre émission du jour à la date du 7 mai 2020, à l'heure actuelle où nous vous parlons ou bien nous discutons bien sûr de ce sujet. Il faut noter qu'on a 41 cas actifs au Togo, 85 cas guéris avec 9 décès et 135 cas confirmés au total. C'est un peu ça la situation de la maladie à coronavirus au Togo. Ce qu'il faut noter à l'heure actuelle, en ce jour du 7 mai 2020, nous avons enregistré 7 nouveaux patients qui ont été testés positifs sur les 432 personnes. Il s'agit bien sûr d'un homme de 35 ans, Togolais résident à Lomé, qui est un cas suspect, un homme également de 52 ans, Togolais aussi, résident à Lomé, qui est un cas suspect, un autre homme de 58 ans, Togolais, résident à Agoué, qui est un cas suspect, une femme de 17 ans, Togolaise, résident à Djarkpanga, qui est un cas suspect, un homme de 21 ans, Togolais, résident toujours à Lomé, qui est un cas suspect, un homme de 37 ans, Togolais, résident à Lomé, qui est un cas suspect aussi, et puis un homme de 32 ans, Togolais, résident à Sokolé, qui est un contact. 8 nouveaux patients ont recouvré la santé, portant à 85 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. En résumé, il faut noter qu'à ce jour, le Togo a enregistré 135 cas confirmés de Covid-19, dont 41 cas actifs, 85 cas guéris et 9 décédés au total. 9267 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Il faut aussi souligner qu'on n'a pas enregistré un décès
jusqu'à ce jour, ce qui veut dire que le travail va en bon train. Oui, nous essayons, le travail se fait bien sur le terrain. Oui. Il faut féliciter les équipes qui sont sur le terrain. Oui. Nous savons que ce n'est pas facile. La charge que cela demande pour arriver à suivre, à identifier d'abord les personnes de contact, les cas confirmés, les suivre et les tester. C'est pas du tout facile. C'est pas vraiment chose aisée. Quand on essaie un peu de voir ce qui se passe, on enregistre quand même des cas de guérison qui augmentent à ce jour. On a enregistré 8 nouveaux patients qui ont recouvré la santé. Mais dans la foulée, on a enregistré du coup 7 nouveaux patients. Mais comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui est vraiment la cause? Oui, merci beaucoup Mathieu pour tenter d'expliquer cela. Dans presque tous les pays d'Afrique, l'épidémie est focalisée dans les capitales, dans les grandes agglomérations. Et donc, je vais donner les chiffres d'hier. Oui. Nous avons pour l'origine de la transmission, pour donner un peu d'exemple, nous avons, à la date d'hier, c'est 6 mai, nous avons 58 cas qui sont des cas importés. Oui. Nous avions 33 qui sont des cas de transmission locale. Oui. Et 25 qui étaient des cas de transmission communautaire. C'est-à-dire, les cas de transmission communautaire, c'est les cas dont on n'a pas retrouvé la notion de contact avec un cas confirmé. Oui. Donc, ça veut dire que la maladie circule dans la population et que nous devons prendre des mesures pour respecter les gestes barrières pour ne pas se faire contaminer. Le virus est là et ça se propage dans la population. Il faut prendre des mesures, il faut respecter les mesures barrières pour ne pas se contaminer. Ce que veut dire pour donner un exemple, début mars, au 1er mars 2020, en Afrique, il n'y avait que 2 pays, le Nigeria et l'Algérie, qui avaient un cas. Aujourd'hui, l'Algérie est à plus de 4000 cas, le Nigeria est à plus de 2000 cas. Ça veut dire que l'épidémie est vraiment active sur le continent africain. Parfait. Pour, bien sûr, bloquer ou bien barrer la voie à cette maladie à coronavirus, les seules solutions aujourd'hui, c'est les gestes barrières. Les solutions de base, c'est les gestes barrières. Les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, porter le masque systématiquement, respecter les mesures de distanciation sociale, mais aussi il y a un aspect qui est important, qui est le dépistage précoce, pour que nous arrivions à dépister précocement les malades, les suivre de façon systématique et rigoureuse pour limiter les contacts entre les sujets ou bien pour briser la chaîne de transmission de la maladie. Il y a d'aucuns qui sont bien sûr des porteurs sains qui sont des guichets de distribution facile. Effectivement, c'est pourquoi il faut dépister largement, il faut dépister de façon massive la population pour identifier les personnes asymptomatiques, les isoler de la population, les traiter pour qu'ils ne soient plus qu'ils guérissent, pour ne plus contaminer les sujets sains. Parfait. Nous allons devoir aller sur notre plateforme WhatsApp du jour. Les questions enregistrées. Si vous voulez bien sûr participer à cette émission, vous le faites bien sûr sur le 70 26 76 76 70 26 76 76. La première question qui nous vient nous dit ce qui suit. Salut le plateau. Peut-on avoir le Covid-19 par la consommation d'un aliment contaminé par le coronavirus? Oui. Le virus se multiplie. Les voies de transmission, c'est les voies aériennes et nasopharyngées. Si un aliment est contaminé par le virus, et si le virus est toujours vivant, on peut contaminer, puisque les voies de contamination, c'est la voie naso-aérienne et puis pharyngée. Voilà la réponse à cette question. Une autre question sur notre plateforme nous dit ce qui suit. Je salue tout le plateau. S'il vous plaît, le coronavirus se transmet aussi par les rapports sexuels. En Afrique occidentale, le Togo occupe quelle place sur le plan du Covid-19? Bonne émission. D'abord, le premier volet de sa question. Est-ce que cette maladie à coronavirus se transmet aussi par les rapports sexuels? Non, le coronavirus ne se transmet pas par les rapports sexuels parce que le virus n'est pas présent dans les sécrétions sexuelles. Voilà. Maintenant,
par rapport à son deuxième volet de questions, le Togo occupe quelle place aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine? Dans la région ouest-africaine, je n'ai pas les chiffres exacts, le rang, mais je sais que le Togo, nous avons 137 cas. Les pays qui sont en avance, les grands pays, c'est d'abord le Nigeria, le Ghana, qui ont plus de 2000 cas, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, qui ont plus, le Mali et le Niger qui ont plus de cas que le Togo. Ce qui veut dire que le Togo n'a pas vraiment enregistré des cas aussi en nombre. Il fait partie, bien sûr, des pays qui sont plus ou moins sur la bonne voie pour le moment. Oui, nous pouvons le dire. Une autre question sur le 70 26 76 76. Bonjour docteur, je suis Koné Siaka depuis la Côte d'Ivoire. Cette pandémie a vu le jour en Chine et aujourd'hui plusieurs activités y sont reprises, ce qui voudrait dire qu'ils ont une maîtrise de la maladie. Ma question est que pourquoi l'OMS ne convoque pas la Chine pour faire bénéficier leur méthode au monde? Les Malgaches ont inventé un remède qui fait ses preuves. Pourquoi ne pas associer ce remède africain ou parce que ça vient de l'Afrique? Enfin, si je comprends bien le contenu de sa question, c'est que tout d'abord, tout était parti de la Chine et c'est la Chine qui a réussi quand même à maîtriser la maladie dans la zone ou bien dans l'état de Wuhan et aujourd'hui on n'en parle plus vraiment. Forcément que la Chine a eu une méthode avec laquelle elle a pu procéder pour venir à bout à cette maladie dans cette zone. Mais pourquoi l'OMS n'a pas pu réussir à lui arracher cette vérité, secret caché ou quoi, les remèdes qu'il faut pour pouvoir vendre ou bien donner ça à d'autres pays, à tous les autres pays qui sont en situation actuellement? Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait de méthode cachée. Tout ce qui a le coronavirus, c'est vrai que c'est un coronavirus nouveau, mais il y a eu des coronavirus par le passé et on sait à peu près s'il y a une épidémie à coronavirus, comment, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure pour contrôler ou bien pour contenir la maladie. C'est d'abord le confinement, c'est d'abord dépister précocement les cas, et isoler et traiter les malades. C'est essentiellement ça. Donc c'est de cette façon que la Chine aussi a procédé. A procédé. Le confinement. Il n'y a pas un secret avec un produit qu'on aurait utilisé qui est resté caché. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de médicament miracle pour guérir le Covid-19. Parfait. Le deuxième volet de sa question, c'est cette potion magique du président, enfin exhibée par le président malgache Rajoli, qui fait bien l'affaire selon les propos du président lui-même. Pourquoi ne pas tenter ce produit-là ou bien c'est parce que c'est un produit africain? Non, ce n'est pas un produit africain. En matière scientifique, pour déclarer qu'un médicament est efficace contre une maladie, il faut procéder à une étude, ce que nous appelons les essais cliniques, pour montrer l'efficacité et l'innocuité du médicament afin d'autoriser son utilisation par la population. Ce médicament n'a pas respecté ces étapes-là. Donc l'OMS, vu joue sa crédibilité s'il acceptait un médicament qui n'a pas, qui ne s'est pas conformé aux mesures classiques qui président à la mise sur le marché d'un médicament. Mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, on est face à une situation aussi délétère qui fait tomber des têtes au jour le jour. On enregistre des centaines de morts au jour le jour. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ces différents essais cliniques afin de pouvoir peut-être tester le produit pour voir sa fiabilité? On n'a rien à perdre, peut-être, non? S'il est prouvé que le médicament est efficace, a un effet réel contre la maladie, si cela est efficace pour réduire ou bien pour tuer le virus, ou bien pour réduire la durée d'évolution de la maladie, s'il y a des preuves, on passerait rapidement à ce médicament. La preuve, c'est que dans les autres pays, dans les situations pour faire, il y a ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation pour les médicaments. S'il n'y a pas de médicament disponible et qu'un médicament a une efficacité, on a montré que ce médicament s'avère efficace,
on l'essaie toujours. C'est le cas à présent. Maintenant, on utilise pour le Covid-19 l'association hydroxychloroquine et l'azithromycine, parce que cette association s'est révélée réduire la charge du virus dans le sang. C'est pourquoi on l'utilise dans plusieurs pays. Mais il y a à peine 24 ou 48 heures, il y a une étude qui a été faite par certains experts du domaine également, publiée dans une revue de renom, bien sûr, aux États-Unis, qui dit que même qu'avec l'hydroxychloroquine et puis de l'azithromycine, on n'est pas vraiment à l'abri avec cette maladie, qu'on risque d'être confronté à d'autres complications dans les jours qui viennent. Ce qui veut dire qu'en réalité, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment un produit aussi efficace, concret, précis, avec lequel on traite vraiment ce virus. Pour le moment, à part, il n'y a pas de médicament qui soit dont l'efficacité est vraiment maximale. Oui. Ce qu'il faut souhaiter, c'est d'avoir un vaccin, puisque nous savons que on a parlé de cas de recontamination. Ça veut dire que la maladie ne donne pas, ceux qui font la maladie ne développent pas une défense durable contre la maladie. Donc c'est un vaccin qui peut venir sauver la situation. Il y a une question qui revient très souvent, c'est que la maladie tue beaucoup plus dans les pays européens, dans d'autres pays, bien sur d'autres continents que sur le continent africain. Comment cela s'explique concrètement? Oui, c'est vrai que c'est des constats. On a constaté jusqu'à présent que l'évolution de l'épidémie, on a vu que c'est en Europe qu'il y a beaucoup plus de décès, avec 147 000 décès, suivi des États-Unis où il y a 71 000 décès, les Amériques plutôt, où il y a 71 000 décès. En Afrique, pour le moment, nous sommes au début de l'épidémie, mais en Afrique, aujourd'hui, jusqu'à la date du 6 mai, nous avons 33 000 cas avec 1200 décès. On n'a pas beaucoup de décès pour le moment. On ne saurait l'expliquer pour le moment, mais c'est des constats qui sont faits, que l'Afrique, pour le moment, est peu touchée par la maladie. Nous osons croire que cela va perdurer. Parfait. Mais donc on dit avec cette déclaration des premières autorités de l'OMS qui disait entre-temps, il y a plus d'un mois, l'Afrique n'a qu'à se réveiller et se préparer au pire. On a passé plus d'un mois, voire 2 mois bientôt. Mais c'est comme si les Africains vraiment se sont vraiment réveillés, ou bien comment? Oui. Si nous voyons la dynamique de l'épidémie dans les autres pays, l'Afrique a eu le temps de voir ce qui s'est passé en Asie d'abord, en Europe, aux États-Unis, et les gouvernements africains ont très tôt pris des mesures pour limiter les contacts entre les personnes, les mesures de confinement, pour briser la chaîne de transmission de la maladie. C'est des mesures qui ont porté leurs fruits à cette étape où nous sommes. Nous allons prendre une nouvelle question sur notre plateforme. Elle nous dit ce qui suit. Bonsoir docteur, merci pour l'émission. Je suis monsieur Soba Roland depuis Kanté. Je voudrais savoir si à part Lomé et la préfecture de Tchaoudjo, il y a encore des préfectures où il y a des cas confirmés. Merci beaucoup. En dehors de Lomé, il y a d'autres. Toutes les régions du pays sont touchées. Toutes les régions du pays. Aucune région n'est épargnée. Aucune région n'est épargnée. Je vais donner toujours les chiffres d'hier, parce que c'est cela que j'ai en tête avant d'entrer en studio ici. Lomé, la région Lomé commune, on a 62 cas. À la date du 6 mai, 62 cas. Oui. La région maritime, on a 31 cas. La région des plateaux, on a 1 cas venant de Badou, qui est à Badou. La région centrale, on avait 24 cas, dont 11 cas dans la préfecture de Meaux et 13 cas dans la préfecture de Tchaoudjo. Voilà. La préfecture d'Assoli avait 1 cas, et dans la région des Savanes, nous avions 9 cas. Merci. C'est un peu ça le topo. Hein? Oui. Merci. Une autre question. Sur notre plateforme, elle nous dit ce qui suit. Bonsoir docteur. Si on se limite au lavage de mains seules, est-ce que
quelqu'un qui est positif et qui tousse dans le coude, la sueur ne peut pas drainer le virus vers les mains. Ne voyons pas que le lavage des mains jusqu'au bras est nécessaire puisqu'on se salue maintenant avec le coude. Je pense que sa question aussi, avec les explications qu'il a apportées... Oui, je comprends sa question, mais ce qui est admis, c'est le lavage. Il faut se laver correctement les mains avec l'eau et le savon. Laver largement les mains avec l'eau et le savon. Le téléspectateur, lui, souhaite peut-être qu'on lave, à part le lavage des mains, on lave jusqu'au niveau de l'avant-bras, ou bien bon, parce qu'il y a de la sueur qui peut toutefois... Maintenant, on se salue par les coudes comme ça, c'est comment, bonjour, surtout. Non, là, le fondement, ce qui explique le rationnel derrière, c'est que pourquoi on dit de laver les mains? Parce que nos mains, nous portons habituellement nos mains vers le nez, la bouche ou les yeux, où les sécrétions qui sortent de ces orifices-là, de ces endroits, peuvent contenir le virus et peuvent porter le virus. C'est pourquoi on dit de laver les mains habituellement. Parfait. Parfait. La question suivante. Avoir votre position sur le plateau, vous êtes assis au moins 2 mètres l'un de l'autre. Pourquoi faut-il nécessairement porter le masque? Agba Yandi Léon de Sotoubois a posé la question. Merci beaucoup. Parce que très souvent sur le plateau, on a certains de vos collègues également, à part la distanciation que nous essayons, ou bien que nous avons essayé de respecter sur ce plateau, on a toujours le masque. Quels sont ceux-là, surtout pour un profane qui nous suit? Le port de masque est important. D'abord pour les personnes. Si je sais que j'ai un problème, je dois mettre le masque pour ne pas mettre en risque celui qui est en face de moi. Oui. Ça c'est un aspect. Le port de masque empêche que celui qui est en face de moi ne me contamine avec ces sécrétions, ou bien ces virus qui sont dans les particules qu'il émet lorsqu'il parle, ou bien lorsqu'il tousse, ou bien il éternue. C'est essentiellement ce que je peux dire sur la question. Voilà. Ce qui veut dire que malgré la distance, on peut toujours porter ça. Hein? On peut toujours porter ça. Le port de masque, si on est en population, est systématique. Il doit être systématique. Il faut avoir cette habitude-là. Cela est très important. Le port de masque doit être systématique. Oui. Parfait. Le 70 26 76 76, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions. C'est bien sûr une plateforme WhatsApp sur laquelle on enregistre toutes vos questions que nous faisons bien sûr le plaisir de relayer à l'endroit de notre invité du jour. Et depuis quelques instants, nous avons sur ce plateau docteur Kokou Otobé. Il est bien sûr épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur chargé de la planification et de la programmation. Et nous évoquons avec lui les conditions du déconfinement. Et si jamais, à l'heure actuelle, le Bénin est en train de déconfiner à partir de lundi, parce que les cordons sanitaires vont être levés, on aura peut-être assisté à des allers-retours sur la frontière, sans Vicondi, Ilakondi, des voitures vont venir à Lomé. Quel risque cela représente pour nous? Si Merci. Jamais on a des patients, les deux côtés, pour le Togo, pour le Bénin. Oui. Dans les conditions de déconfinement, je ne suis pas allé à bout. Un des aspects, c'est que nous devons prendre des mesures pour renforcer le contrôle au niveau des points d'entrée, aussi bien aux frontières terrestres, à l'aéroport ou bien au port, pour que nous puissions contrôler tous les passagers, s'ils présentent des signes évocateurs de la maladie, les tester, les isoler et les mettre sous traitement. Cela est très important si nous voulons contrôler durablement la maladie. La maladie, voilà un peu. Nous allons passer à une autre question qui nous a été laissée par nos amis téléspectateurs. Bonsoir, cher docteur. J'aimerais savoir si les personnes qui sont guéries du coronavirus rentrent en famille immédiatement ou bien qu'elles sont gardées pendant
une période donnée, merci, c'est-à-dire quelqu'un qui a été déclaré guéri, est-ce qu'il a le pouvoir d'aller en famille en même temps bien? Vous le gardez toujours pour quelque temps d'abord? Non, dès que la personne est déclarée guérie, ça veut dire qu'il ne porte plus le virus, il n'est plus contaminant pour ses cohabitants ou bien sa famille, il rentre chez lui à la maison. Il va aller à la maison, hein? Il rentre chez lui à la maison. Dès qu'il est déclaré guéri, il rentre chez lui à la maison. Donc il ne peut plus rester avec vous? Il ne reste plus en isolement. Il est guéri, cela ne se justifie plus qu'on le garde. Mais quoi qu'on dise, ça fait toujours peur hein, avec cette affaire-là, la communication qu'on a eu plus ou moins à faire de cette maladie au début sur certaines chaînes internationales. Ça a fait que c'est comme si on parlait de certaines maladies de par le passé. Quand on dit vous êtes déclaré positif à telle maladie, c'est de la croix et la bannière de votre retour à la maison. Tout le monde a eu peur de vous. Oui, je vois. C'est là où les psychologues doivent aussi oui, les commencer à travailler à pied d'œuvre pour travailler un peu encore les mentalités. Oui, c'est vrai, les psychologues doivent travailler d'abord avec le patient, le patient qui est en isolement ou bien en confinement ou bien en traitement. Ils travaillent avec lui, mais aussi travailler avec la population en général. Et c'est aussi notre rôle, nous qui animons les émissions, c'est de rassurer. Devons rassurer les parents qu'une fois que la personne est déclarée guérie, et pour déclarer quelqu'un guéri, on fait plusieurs tests. On fait plusieurs tests qui permettent de déclarer que la personne est guérie. Ça veut dire que la personne ne peut plus transmettre la maladie à d'autres personnes. Il peut rentrer à la maison sans crainte chez lui. Parfait. Merci. Et rentrer à la maison, il n'est pas à fuir. Il n'est pas à fuir, Ce n'est pas... Et on peut Papa qui est parti ou bien madame qui est partie il y a plus de 2 semaines, 3 semaines, on rentre, on dit mais bon, on l'isole un peu d'abord. Non, les tests qui sont faits, c'est les tests qui recherchent la présence du matériel génétique du virus. Donc une fois que la personne est déclarée guérie, elle est vraiment guérie, il n'y a plus aucun risque à vivre ensemble avec lui. Il ne peut plus contaminer d'autres personnes. L'interrogation suivante, on passe à celle-là également. Bonjour, le plateau. Quels sont les aboutissements concrets de nos chercheurs togolais jusqu'à ce jour? Et pourquoi ne peut pas exploiter le produit malgache au lieu d'attendre un produit miracle venu de l'Occident? Merci et bonne émission. C'est-à-dire, on a eu à entendre dès le début, bien sûr, de la prise en charge des malades au Togo, qui a une cellule mixte qui a été mise en place à l'université de Lomé avec et les chercheurs de la médecine moderne et ceux-là, bien sûr, de la médecine dite traditionnelle, où sont, bien sûr, où en est tout vraiment ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils font de concret? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas se prononcer là-dessus. Forcément qu'on aura bien sûr quelqu'un pour dans les jours qui viennent, docteur Socino. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des recherches, quelque chose qui est trouvé. Je ne peux pas se prononcer pour le moment. Prononcer là-dessus. Mais la seconde version de sa question. Oui. Pourquoi on entend toujours un produit miracle venant de l'Occident et ne pas utiliser le produit malgache? En médecine, nous sommes très prudents. Nous sommes très prudents. Pour avancer un médicament, il faut voir le bénéfice et le risque encouru par le patient en prenant ce médicament. Si nous ne savons pas tous les contours sur ce médicament, on ne le prescrit pas. Parce que nous médecins, je suis médecin, la première des choses, on dit primum non nocere. Avant tout, ne pas nuire au patient. Si je sais que ce médicament potentiellement peut créer des effets indésirables à un patient, je ne veux pas lui conseiller cela. Merci beaucoup. On poursuit, bien sûr, avec nos amis téléspectateurs. Coronavirus se transmet par voie sanguine. Pour le moment, la transmission, les modes de transmission que nous connaissons, c'est la voie aérienne. La voie aérienne, ou bien manu porté, si on touche une surface qui est contaminée par
le virus et qu'on porte la main vers le nez, la bouche ou bien les yeux, on peut se contaminer. Mais pour le moment, je n'ai pas vu de transmission par voie sanguine. Parfait. Également, une autre question sur notre plateforme. Si vous souhaitez bien sûr participer, vous faites bien d'aller sur notre numéro et laissez-nous une question. On prend cette nouvelle question qui nous dit « C'est qui je suis ?» Bonsoir l'invité. Je voulais savoir si France a pu maîtriser le virus comme la Chine avant de passer au déconfinement. Parce que cette question-là revient très souvent. Hein. À partir de lundi, on va déconfiner dans plusieurs pays à travers le monde. On est tenté de dire qu'on est en phase de voir des chiffres qui vont grimper. Non, la France, le déconfinement en France ne peut pas être comparé à ce que la Chine a fait. Parce que en France, on a encore des cas. Oui. On a encore beaucoup de cas et de décès. Même s'il y a une tendance à la baisse des cas et des décès, ce n'est pas pareil à ce qui s'est passé en Chine. Donc, ce qui veut dire que... la France, on ne France, peut pas comparer les deux. Hein? On ne peut pas comparer les deux au jour d'aujourd'hui. Parce que la France, pour le moment, l'épidémie est encore en cours, alors que la Chine, ils sont arrivés, avant qu'ils ne prennent la mesure de confinement, il y avait pratiquement plus de cas. Mais donc on dit qu'ils ne sont pas vraiment sincères dans les chiffres aussi. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun cas, que forcément il y aura un ou deux cas quelque part qu'on n'aurait peut-être pas voulu en parler. Non, ils notifient en Chine, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas 0 cas. Oui. Il peut y avoir 1 cas, 2 cas, 3 cas. Ils le notifient. Si on voit les chiffres publiés par la Chine, il y a des cas. Mais ce n'est pas des chiffres qui dépassent 20 cas, 30 cas, 100 cas, non. Il y a toujours des cas. Il y a quelques cas. Il y a quelques cas, des cas rares, disons des cas rares en Chine. Mais ce n'est pas un nombre élevé de cas. Merci, comme la France. Comme la France, oui. Parfait. On va passer à une autre question. Bonsoir, New World Info. Selon les informations, les produits de coronavirus de de Madagascar a été fait en collaboration avec certains Togolais. Pourquoi alors on a refusé d'expérimenter ça au Togo? La question revient toujours. Il y a des Togolais qui ont participé, bien sûr, hein, à la fabrication, sinon à la production de ce produit-là. C'est le téléspectateur qui nous informe. Enfin, moi, je n'ai pas cette information. Moi non plus, je n'ai pas l'information. Pourquoi on a refusé d'utiliser ça au Togo? Non, je l'ai dit tantôt. Il faut respecter, le protocole. Le protocole. Oui. Pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il y a un protocole d'essai thérapeutique qui est mis en œuvre. Et à la fin, on a des évidences que le médicament a des effets sur le virus ou bien a des effets pour réduire la durée de cette maladie et n'a pas des effets indésirables qui peuvent nuire à la santé de la personne humaine. Alors, que peut-on dire actuellement, hein, si on sait que dans la sous-région, dans certains pays, ça va, mais d'autres pays, on a comme intention que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui fait la particularité du Togo, par exemple, par rapport à certains pays, quand on analyse un peu les chiffres dans la sous-région? Oui, le Togo a pris très tôt des mesures qui ont été salutaires pour le pays. Le bouclage, quand il y a eu des cas, le premier cas le 5 mars, puis après, il y a eu des cas qui sont apparus dans la 11e semaine. Le gouvernement a pris des mesures pour boucler la zone de Lomé, Lomé commune, pour boucler, et puis pour boucler la zone Tchaoudjo, où il y a eu des cas dans le village de Kouvon. Ces mesures ont été salutaires pour pouvoir limiter les contacts entre les personnes. Puisque des gens sont rentrés dans le pays, sont porteurs du virus, on a pu les dépister. Il faut mettre ces mesures-là pour que la maladie ne se propage pas dans la population. Justement, c'est ce qui fait qu'actuellement, on est plus ou moins à l'abri, mais on prie surtout que les gestes barrières soient vraiment observés. Oui, nous devons être très disciplinés et responsables. Chacun, il faut être auto-responsable, s'autodiscipliner pour respecter le port systématique de masques que le gouvernement a prescrit, le lavage, se laver régulièrement les mains à l'eau, au savon,
et respecter les mesures de distanciation sociale, être au moins à 1 mètre. Lorsque je suis dans une file, il ne faut pas que j'aille me coller ou bien aller s'attrouper quelque part. Quand on est proche, très proche de la personne, c'est facile de se contaminer. Mais si vous passez, vous voyez les gens qui bien sûr, profitent de cette faveur que le gouvernement a mise en place pour pouvoir aider les couches les plus vulnérables. Je veux parler bien sûr de novices. Des gens qui ne veulent rien comprendre, à qui on explique aussi des choses. Il y a d'autres qui ne mettent même pas les bavettes. Ils refusent même de garder la distance pour pouvoir aller retirer leurs petits sous, pour pouvoir également se payer quelque chose, manger. Quelle analyse faites-vous, bien sûr, de cette situation? Ça ne revient pas quand même au gouvernement aussi de mettre un corps habillé à la trousse de chaque citoyen, non? Non. Mais je crois que nos concitoyens doivent comprendre que je veux aller prendre mon novicie. Mon novicie, comme on dit, mon novicie. Cela est très important, mais il faut prendre la précaution d'être à la bonne distance, de porter le masque pour ne pas aller se contaminer en voulant chercher des moyens complémentaires pour survivre. Et il faut dire bien sûr à ces gens-là que le port de masque doit être aussi obligatoire à de pareilles situations parce que la foule, elle est monstre. Oui, le port de masque... Au point de retrait, c'est quand je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il faut obligatoirement que je mette un masque pour me protéger contre la maladie. Cela est obligatoire. Alors, il y a un téléspectateur qui nous a posé une question la fois passée, quand on était pratiquement à la fin des émissions. On n'a pas pu réussir à poser à notre invité, que j'ai fait le plaisir de vous poser à l'heure actuelle. C'est par rapport à la reprise des activités des bars, des points de vente de boissons, des débits de boissons, ainsi de suite, que on a vu un communiqué qui a circulé tout récemment, qui demande à ces points-là des débits de boissons d'ouvrir et de garder la distance dans les bars et ne plus servir avec de la bouteille. Le téléspectateur demande à savoir si cela ne va pas encore amener à de nouvelles contaminations et on risquera de ne pas vite s'en sortir, ou bien c'est parce qu'on a mis, ou bien certaines autorités ont mis des moyens dans ces affaires-là qui trouvent qu'il faut ouvrir un peu à ce niveau-là. Oui, les mesures de déconfinement, c'est toujours bien réfléchi. Et si on a pris la décision d'ouvrir, oui, c'est qu'on a mesuré les risques liés à l'ouverture, que ces risques sont moindres. Et de l'autre côté, les bénéfices attendus sont aussi importants aux personnes pour survivre. Mais dans d'autres bars, vraiment, on a senti quelques relâchements. Oui, c'est le lieu d'appeler encore à la vigilance de tout le monde, à la conscience et la vigilance de tout le monde, que si c'est vraiment nécessaire que j'aille dans un bar, si c'est vraiment nécessaire, il faut que je prenne les précautions pour ne pas aller prendre la maladie là-bas, pour venir à la maison contaminer toute ma famille. Parfait. On va prendre peut-être la toute dernière question de cette émission qui nous a été posée par un ami téléspectateur. Bonsoir le plateau. Quel danger court notre pays si la pandémie s'arrête chez nous alors qu'elle continue dans les autres pays qui nous entourent? En fait, si aujourd'hui on déclare qu'au Togo, il n'y a plus de coronavirus, quel danger nous courons si dans les autres pays, par exemple les pays limitrophes, le Bénin, le Burkina, peut-être le Niger, le Ghana, ça continue à ce niveau? Ça, c'est le premier point de sa question. Et puis, les signes ne varient-ils pas d'un patient à un autre? Voilà. Merci beaucoup. Si nous arrivons à arrêter la pandémie chez nous et que les pays voisins, il y en a, nous sommes toujours à risque. La lutte doit être commune. La lutte doit être commune. Puisque pour arriver vraiment à ce que la maladie s'estompe, il faut qu'une large proportion de la population, au moins 70%, développe les défenses contre la maladie. Or, au jour d'aujourd'hui, le nombre de cas que nous avons, la majorité
de la population n'est pas encore immunisée contre la maladie. Donc, c'est dire que nous devons continuer à être vigilants, à être disciplinés pour observer les gestes barrières pour ne pas se contaminer. Le deuxième part de sa question, c'est que est-ce que les patients, enfin les signes chez les patients ne diffèrent pas d'une personne à une autre? Oui, on a des signes classiques de la maladie, mais il faut dire que tous les patients ne sont pas les mêmes. Chaque individu est unique et donc les signes peuvent varier d'une personne à une autre. Parfait. Quelqu'un peut avoir des maux de tête, des douleurs musculaires. Quelqu'un d'autre, il va présenter peut-être une fatigue, une toux sèche rapidement, un essoufflement, ou bien aller rapidement à une difficulté à respirer grave qui nécessite qu'on l'hospitalise. Nous ne sommes pas les mêmes et nous n'avons pas les mêmes antécédents. Certains ont des maladies qui les fragilisent un peu plus et donc ils feront plus les formes graves que d'autres personnes. Docteur Otobé, nous tendons vers la fin de l'émission et notre thème, bien sûr, du jour, à part les questions qui nous ont été posées par les téléspectateurs, c'est les conditions de déconfinement. Que peut-on retenir d'une façon beaucoup plus succincte quand on parle, bien sûr, de déconfinement? Merci beaucoup. Pour parler de confinement, il faut que le déconfinement soit prudent, progressif, par étapes. Il faut que nous ayons à augmenter nos capacités de dépistage, donc avoir des moyens pour dépister de façon massive la population afin d'isoler et traiter les personnes qui sont confirmées positives à la maladie. Il faut également que nous communiquions pour préparer la population à respecter scrupuleusement les mesures barrières qui seront toujours de mise quand il y aura le déconfinement. C'est les aspects essentiels sur lesquels nous devons insister et surtout travailler pour le dépistage précoce et l'isolement et le traitement des cas. Un autre aspect, c'est le renforcement des contrôles au niveau des frontières pour tester les passagers qui présentent des signes évocateurs de la maladie pour qu'ils ne rentrent pas dans la population générale avec la maladie pour contaminer d'autres personnes. Donc le contrôle au niveau des frontières est très important. Il faut mettre les moyens pour pouvoir bien suivre, bien contrôler tous ceux qui entrent et identifier ceux qui porteraient la maladie. Et c'est aussi le moment de rappeler, bien sûr, à nos conducteurs de taxi, auto et ces consorts-là de respecter surtout les charges, parce qu'on n'a pas... Vous voyez un peu ce que je voudrais dire. Oui, effectivement, il ne faut pas surcharger les patients. Il ne faut pas surcharger les passagers. Excusez-moi. Les passagers. Des formations professionnelles. Il ne faut pas surcharger les passagers. Si vous surchargez, vous augmentez le risque de la transmission. Au cas où une personne est contaminée et à l'intérieur de la voiture, peut facilement contaminer les autres personnes. C'est déjà la fin. Quel est ce mot de la fin que vous avez à l'endroit, bien sûr, des téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à ce moment? Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est pour mes concitoyens, c'est d'être vigilants. C'est que nous soyons conscients, responsables en pratiquant les gestes barrières, porter systématiquement le masque, se laver régulièrement les mains avec l'eau et le savon, être à une distance d'au moins 1 mètre lorsque nous sommes face à quelqu'un ou bien nous sommes dans une file pour bénéficier d'un service quelconque. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Kokou Otobé. Je rappelle bien sûr que vous êtes épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur chargé de la planification et de la programmation. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous marquons bien sûr le point final à cette émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain toujours avec le même plaisir.